Vous écoutez l'épisode 136 du podcast Mes trucs de prof. Il s'agit de témoignages concernant les épreuves orales du CRPE. Je vous suggère de l'écouter en plusieurs fois et de prendre des notes. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode du podcast spécialement dédié aux oraux du CRPE, dans lequel je donne la parole à de jeunes enseignants et enseignantes qui ont bravé les épreuves du concours de recrutement l'année dernière ou celle d'avant, donc qui ont vécu la dernière version de ce concours. Je sais que passer ce fameux concours est souvent source de stress et d'interrogation. Même quand on s'est bien préparé, qu'on a lu, qu'on a révisé, etc., il reste toujours une petite part d'interrogation concernant le déroulement de l'épreuve, comment ça se passe vraiment. Et je crois qu'il est important de pouvoir visualiser, se projeter, imaginer vraiment comment c'est pour pouvoir réduire une partie de ce stress ressenti et mieux anticiper. Donc, dans cet épisode, j'ai réuni des témoignages authentiques de personnes qui ont vécu l'aventure récemment et ils vont vous partager leurs expériences, en particulier celles liées donc aux épreuves orales d'admission. L'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'écouter leurs conseils, leurs anecdotes pour mieux appréhender ce moment crucial et mieux imaginer comment ça va se dérouler. Donc, que vous soyez sur le point de vous lancer dans l'aventure du concours ou que vous fassiez partie des membres du jury ou futurs membres du jury, eh bien, cet épisode vous offre une plongée dans l'univers des candidats et des candidates. Et j'espère que ça vous permettra, de démystifier le concours et de rendre l'expérience plus sereine. Donc, vous allez découvrir comment se sont passées les épreuves orales pour les personnes que j'ai interrogées. Ils vont vous parler de leurs souvenirs marquants, ce qu'ils en ont gardé, ce qu'ils auraient aimé savoir avant de se lancer, et vous comprendrez également quelles questions les ont plus particulièrement marquées et pourquoi, quand ils s'en souviennent. Et enfin, ils partageront avec vous quelques précieux conseils qu'ils auraient aimé avoir au préalable quand ils ont passé les épreuves. Donc dans cet épisode, vous entendrez Margot, Fanny, Alexandre, Frédéric, Louise, Mathieu et Virginie qui ont accepté de répondre à mes questions que je leur avais envoyées. Ils m'ont répondu en me faisant des vocaux individuels et ce sont les témoignages que vous allez entendre au fil de cet épisode. Chacun a pris le temps de revenir sur ces épreuves et de témoigner du ressenti, de la façon dont ils ont vécu les choses. Et je vous invite vraiment, pour écouter, à vous mettre dans un état d'esprit de développement et à vous dire, ok, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça me donne envie de faire, ou bien qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce que je peux tirer de l'expérience de ces personnes pour pouvoir enrichir la mienne. Donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'il n'y a pas, tout ne vous parlera pas forcément, il y a à prendre et à laisser en fonction de qui vous êtes, de là où vous en êtes. Il y a peut-être des choses que vous savez déjà, d'autres moins, des choses qui vous permettront de clarifier vos pensées. Vous verrez qu'il y a des conseils parfois très pointus ou très pragmatiques qu'il est bon d'écouter, d'entendre et après de se réapproprier. Donc voilà, je vous laisse en tout cas avec ces témoignages qui sont précieux, je pense, quand on prépare un concours et qu'on peut un peu vivre de l'intérieur ce qui se passe. Et l'idée, c'est vraiment pas de vous stresser, parce que tout le monde n'a pas tout bien vécu, vous entendrez. Et puis je reviendrai à la fin pour vous faire un petit débrief. Bonne écoute. Commençons avec le témoignage de Louise.
Bonjour Émilie. Pour donner un peu le contexte, je l'ai passé en juin 2023 dans l'Académie de Paris. J'ai pas fait de master MEF, je me suis formée toute seule, sans préparation ou autre. J'ai eu 13 à l'épreuve orale de leçon, 16 en entretien et 14 sur l'oral facultatif d'anglais. Et tout ça, ça m'a amené à être classée 63e pour le concours. Ensuite, alors pour l'épreuve de leçon, je trouve que c'était vraiment dur de créer une séquence décrochée de tout contexte de classe. Ça a vraiment été ma difficulté, de pas avoir de vision sur ce que les élèves ont vu, leur niveau, si on peut être ambitieux ou non avec eux. C'est d'ailleurs quelque chose que je me suis dit récemment. Maintenant, je fais des séquences à tout va. C'est beaucoup plus clair dans ma tête ce qu'ils entendent par phase de découverte, puissance commun, institutionnalisation, entraînement, enfin voilà. Au final, tous les éléments qui étaient flous pour moi, derrière j'ai eu une remarque pendant l'épreuve. Par exemple, j'avais proposé une carte mentale en postulant que les élèves, ils avaient déjà vu une carte mentale plutôt dans l'année ou dans les années précédentes. Et j'ai eu un retour là-dessus, et j'avais pas l'impression que ça ait beaucoup plu. Donc j'en déduis qu'il faut pas faire trop de prérequis sur les méthodes d'apprentissage des élèves. Et après, derrière, que je connaissais pas leur niveau, parce que, enfin, il n'y a pas d'élèves, donc je connaissais pas leur niveau, leur niveau, leur capacité. J'avais essayé d'être assez large, comme pour proposer quelque chose, et on m'a dit que j'étais trop ambitieuse. Là-dessus, c'était un peu compliqué. Mais bon, au final, je m'en suis sortie avec un 13 quand même. Le bilan pour l'épreuve d'entretien, c'est que j'en ai plutôt un bon souvenir, car j'étais sur le sujet de la laïcité et les jurys m'ont appris qu'il y avait une antenne laïcité, enfin ils m'ont appris des infos qu'en plus j'ai utilisé derrière pour répondre à la deuxième question, donc ça a plu. Et en fait, échanger avec eux, ça n'a pas été pénalisant. Et je pense que pour cette orale-là, la clé, c'est vraiment de montrer qu'on est là pour défendre les valeurs de l'école. Et enfin, pour le bilan de l'épreuve de langue, là-dessus, il y a eu un flou concernant la première partie de l'épreuve, où il est écrit qu'on a 10 minutes durant lesquelles il faut présenter le document en anglais. Et sauf que je trouvais que c'était très très long pour présenter un document qui faisait 1 ou 2 pages et qui est parfois avec juste des images. Et du coup, c'était pas très clair si c'était vraiment 10 minutes de présentation obligatoire ou si on pouvait faire plus court et continuer la présentation, enfin enchaîner ensuite sur la présentation en français de la séance. Et du coup, je suis partie sur la deuxième option, et sauf que le jury m'a coupé pour me dire qu'il fallait que je continue jusqu'à ce que ça fasse 10 minutes. Du coup, j'ai brodé. Ce qui fait que pour cette épreuve-là, je dirais qu'il faut vraiment être à l'aise en anglais et se dire que c'est du bonus. Et derrière aussi réviser le vocabulaire de l'école, parce que c'est pas forcément le vocabulaire qu'on trouve beaucoup dans les séries, et j'avais personnellement oublié certains mots. Tu t'as demandé quelles questions m'ont marqué et pourquoi. Pendant l'épreuve de leçon, j'ai un membre du jury qui m'a demandé ce que je cherchais à savoir en proposant je ne sais plus quelle activité aux élèves. Et j'essayais de répondre des éléments super précis par rapport aux compétences qui étaient abordées, alors qu'en fait, elle voulait juste que je lui dise que ce que je cherchais à savoir, c'était ce que les élèves connaissent ou ce qu'ils ont compris, je sais plus exactement. Et du coup, ça m'avait marqué parce que c'était évident pour moi de me dire que je cherchais à savoir ce que les élèves avaient compris. Enfin, c'était la base. Et c'est pour ça que je lui ai pas dit, parce que je m'attendais à ce qu'elle demande des choses un peu plus élaborées. Donc, probablement qu'un bon move, c'est de partir des réponses évidentes, puis élaborer et détailler sur des éléments plus complexes. Et bon, voilà, j'avais pas ça en tête. Par rapport aux conseils que je pourrais donner. Alors, pour l'épreuve de leçon et la construction d'une séance et d'une séquence,
par rapport au fait que j'ai été trop ambitieuse, quelque chose que je retiendrai par rapport à aujourd'hui, c'est que il faut se contenir à un objectif par séance, pouvoir vraiment resserrer les éléments et ne pas partir dans tous les sens. Ensuite, s'entraîner en conditions réelles, c'est super important parce que le temps de préparation, il passe très vite le jour J. Donc, il faut tout de suite avoir en tête comment on organise ses notes pour pas perdre de temps, mais aussi pour ne pas se perdre lors du passage dans la relecture de ses notes. Faire des références aux instructions officielles pour montrer qu'on ancre sa future pratique dans les recommandations de notre employeur. On est censé se vendre pour rentrer dans une grande boîte, donc il faut montrer qu'on adhère à cette grande boîte. L'important, globalement, sur les échanges, c'est de se montrer curieux, et de prendre les remarques des jurys comme des conseils. Après avoir présenté la séquence et la séance, les jurys vont échanger avec le candidat, mais dans le but de faire améliorer la séance, par le candidat. Du coup, il faut vraiment sauter sur les questions pour proposer de nouvelles idées, dire « Ah oui, c'est intéressant, d'ailleurs, on pourrait faire comme ça ». En fait, c'est complètement normal de ne pas proposer la séance parfaite. D'abord, parce que théoriquement, elle n'existe que théoriquement, elle n'est pas applicable elle ne va pas s'adapter à des élèves vu que c'est pas la réalité. Et c'est aussi normal de ne pas présenter la séance parfaite parce que on est débutant et probablement sans formation. Et c'est pas, puis même si on est formé ou pas, c'est pas concevable en débarquant dans le métier et sans avoir été derrière des élèves et pratiquer, de présenter des séquences incroyables. Il faut un peu voir les épreuves comme un test pour savoir si on est un bon matériel pour devenir un enseignant, un super enseignant. Et pas est-ce que je suis là tout de suite capable d'être un bon enseignant ? Parce que en fait la réponse est non. T'as pas, à part peut-être les contractuels où ça fait 7 ans qui sont devant des classes, etc. Bon là on peut voir si t'es un bon enseignant ou pas, mais personnellement, j'avais jamais été devant des élèves. J'avais fait des observations, mais moi, j'ai jamais fait d'observations pratiques. Donc, faut être honnête, ils m'ont pas recruté parce que j'étais une bonne prof, mais parce que j'avais de quoi devenir une bonne prof. Un petit conseil aussi que je donnerais, c'est de se faire une banque de données de séances découvertes, mais assez générales. Donc, par exemple, en français, on va souvent faire du tri d'étiquettes. En maths, on va utiliser de la manipulation avec des cubes. C'est trouver des séances découvertes que derrière, on peut adapter à la notion de l'épreuve. Ça évite d'un côté de ne pas avoir d'idées et de l'autre de devoir apprendre beaucoup trop d'idées pour être capable d'en retenir une seule et d'en sortir une le jour de l'épreuve. Derrière, le dernier conseil que je donnerais, plus au niveau de l'état d'esprit, c'est en fait qu'il faut se sentir à l'aise et qu'il faut y aller sereinement parce que dans tous les cas c'est un oral, donc c'est clair qu'on va ressentir de la pression et je le dis en étant quelqu'un de très stressé par nature, mais je suis allée aux épreuves en disant en fait au mieux je suis recrutée et au pire je vais avoir plein de conseils et de choses pour pouvoir les appliquer l'année suivante et m'améliorer de plus en plus. Donc, y aller sans trop se mettre de pression, ça suffit. Merci Louise. Retrouvez maintenant le témoignage de Margot. Coucou Émilie, c'est Margot. Écoute, il y a des questions sur lesquelles je vais passer rapidement parce que comme je l'ai passé en avril 2022, ça commence à remonter un peu. Je crois que la chose la plus importante pour moi, c'est j'aurais bien voulu savoir qu'il n'y avait pas de bonne réponse aux questions qu'il posait. Ce qui est troublant. Alors c'est pas tant les questions qui m'ont marquée. Ils m'ont posé une question quand même étrange. C'était quel autre système de numération existe, autre système que celui que nous pratiquons chez nous. Donc ça m'a beaucoup surprise, mais j'ai réussi à répondre. Ce qui m'a perturbée, c'est le fait qu'ils enchaînent les questions
sans valider ou invalider les réponses. On a une question, on répond, et puis il repose une autre question derrière. Donc on n'a pas vraiment d'échange, sauf parfois où ils veulent aller un peu plus loin. Et ce qui est troublant aussi, c'est que, j'imagine que quand la réponse n'est pas bonne, eh bien ils continuent à creuser quand ça les intéresse vraiment ou qu'ils veulent vraiment nous faire dire quelque chose. Ils vont transformer la question ou aller un peu plus loin ou prendre un autre biais pour qu'on arrive à la réponse. Donc on a l'impression dans ces cas-là qu'on s'est complètement trompé de voie. Ça c'est très troublant, ça peut être très déstabilisant, donc il n'y a pas tellement de méthodes autres, il faut se calmer, prendre le temps et puis dire parfois je ne sais pas. Voilà. Et sachant qu'il n'y a pas forcément de bonnes réponses. Parfois il y a des questions ouvertes où ils veulent simplement avoir une opinion sur un sujet ou voir ce que l'on peut répondre sur cette question. C'est pas forcément noir ou blanc, quoi. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait vraiment rentrer dans un moule, et je pense que c'est un peu le cas quand même, parce que c'est une procédure, c'est un entretien d'embauche, donc il faut un peu rentrer dans le moule quand même de l'éducation nationale, des valeurs de la République, etc. Mais quand on est en reconversion, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion, ce qui était mon cas, ils cherchent quand même des profils intéressants. Donc je dirais qu'être soi-même, ça peut être vraiment un atout, et ne pas vouloir à tout prix, comme il y a une partie un peu motivation, ne pas vouloir à tout prix répéter des choses qu'on a entendues par ailleurs, être comme ceux qui sont déjà profs, des amis à nous qui sont déjà profs, etc., et auxquels on s'identifie, ne pas trop essayer de se calquer à un profil qu'on imagine, et qui en fait est pas vrai, et pas réel, parce que tout le monde est très différent, et c'est un métier qui permet en plus cette différence, donc il faut vraiment l'exploiter. Mais être soi-même, c'est-à-dire, on a compris qu'il y avait des règles, on a compris qu'il y avait un moule, même si on n'est pas forcément dans ce moule-là. Quand on sera confronté à un sujet qui ramène aux valeurs de la République, on saura être dans une posture d'agent de la République, de fonctionnaire de la République, et même si ça nous parle pas à nous à ce moment-là, quoi. Voilà. Et c'est vraiment l'enchaînement des questions qui peut être un peu surprenant. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on passe d'une question à une autre, alors que ça n'a absolument rien à voir. Par exemple, sur la CSE, je travaillais sur la semaine de la presse en CM1, j'avais une question sur la semaine de la presse, et à la fin, ils m'ont demandé est-ce que j'aborderais le sujet de Charlie Hebdo, qui est un sujet hyper politique, extrêmement complexe. Ils m'ont demandé ça à la fin, et c'était délicat, quoi. Donc là, je me suis dit, en fait, en tant que professeur des écoles, je me dois de parler de tous les sujets, mais la réponse que j'ai donnée, c'est je le ferai, mais pas mes premières années de pratique. Je le ferai quand j'aurai l'expérience de la relation avec les parents, parce que ça parlait de ça en fait. Mon entretien, c'était que les problèmes de la relation, des parents avec vous en tant que professeur, si vous abordez des sujets polémiques, politiques, etc. Bref. Donc cette question-là m'avait vachement étonnée à l'époque, et à ce moment-là, et en fait j'ai répondu sincèrement en disant oui, je le ferai probablement, mais pas les premières années, parce que c'est un peu touchy, quoi. Alors, aurais-tu un conseil à donner aux candidats qui vont passer leurs oraux ? Alors là, j'en ai beaucoup des conseils. La première chose, c'est qu'on trouve tout ce qu'il faut sur Eduscol et sur Réseau Canopé pour la didactique. C'est pas la peine d'aller chercher trop loin. Vraiment, il faut peut-être pas s'éparpiller. Moi, je me suis beaucoup trop éparpillée. J'ai lu beaucoup de livres de didactique, de Brissot. J'ai lu des livres de Guagou et Seb, etc. C'était super intéressant, mais peut-être que je me suis un peu éparpillée là-dedans. On trouve tout ce qu'il faut pour passer le concours et avoir une très bonne note sur Eduscol et sur Réseau Canopé. Moi, ce que j'ai fait à la fin, mais j'aurais voulu le faire au début de ma préparation, c'est de faire un fichier par matière. Donc un fichier didactique de maths, un fichier didactique de français, un fichier CSE, un fichier EPS, etc. 2-3 pages dans ce fichier par domaine, par année. Donc ça fait des fichiers qui font 20 pages maximum en tout, puisqu'il y a 8 années en élémentaire et en maternelle en tout. Sur ces fichiers, je note les manuels les plus importants, les guides Eduscol avec un petit résumé.
au moins être au courant que les guides existent sur Eduscol. Donc il y a plusieurs guides qui ont chacun une couleur spécifique, donc on les met sur ce document. Les noms de quelques sites de référence, donc Canopé par exemple, il y en a peut-être d'autres, mais moi je travaille surtout avec Canopé. Quelques compétences, quelques attendus de fin de cycle par année, les éléments du programme importants, des jeux, des situations de référence, etc. Pas beaucoup plus. Vraiment 2-3 pages par domaine, par année. Et ce document-là, il faut travailler, moi je conseille de travailler avec pendant toute sa préparation, d'avoir un seul document par matière, c'est très bien, et ça permet de résumer de plus en plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va mettre des choses dedans, on va devoir en enlever, on va devoir synthétiser, on va devoir rebrasser ce qu'on a déjà écrit, et ça permet d'apprendre en fait. Je déconseille de faire exprès d'apprendre par cœur, comme une poésie. Je déconseille ça. Par contre, je conseille de lire ce document tous les soirs, de le relire un peu tous les matins, de l'imprimer de temps en temps et de surligner les choses qu'on n'a pas comprises, etc. Mais surtout, ne pas apprendre par cœur les compétences, les AFC. Moi, j'ai commencé à faire ça, mais je me suis totalement stressée en faisant ça. C'était une très mauvaise idée. J'ai perdu beaucoup d'énergie et beaucoup de confiance en moi en essayant d'apprendre ça. Et en fait, évidemment, ça ne rentrait pas parce qu'en fait, je n'avais pas de pratique de ces compétences ou de ces AFC en classe, donc ça ne m'évoquait rien. Donc c'était une très mauvaise idée, je déconseille fortement ça. Voilà, et puis pour la préparation du CSE, de la CSE, de la connaissance du système éducatif, je dirais de changer de média, c'est-à-dire de ne pas forcément la faire via Eduscol. Moi, je l'ai préparée via des chaînes YouTube, via des podcasts, donc mes trucs de prof, bien sûr. Notamment le podcast, l'épisode sur la laïcité, ça m'a vraiment aidée. J'ai écouté ça en marchant, en faisant des balades pour prendre l'air, dans la voiture, en faisant la cuisine, etc. Et en fait, ça permet de faire des pauses, d'avoir l'impression de faire des pauses dans sa préparation de recherche sur Eduscol, d'apprentissage, etc. Et en fait, c'était génial parce que c'était une autre voie, c'était dans d'autres circonstances. Et je me souviens très bien des choses que j'ai apprises à tel endroit de chez moi quand je rangeais mon linge. Je me souviens, ça me revient maintenant précisément, des points précis que j'ai appris. Donc comme quoi, ça marche super bien. Et ensuite, quand je revenais le lendemain à mon document Word, à mon dossier, à mon fichier, j'écrivais noir sur blanc ce que j'avais mémorisé. Et pareil, en didactique français-maths, il y a les vidéos de Canopé qui sont extraordinaires. Le son est horrible, mais bon, c'est des vieilles vidéos. Par contre, c'est vraiment des situations de référence qui sont proposées. Et puis, ça donne à voir des vraies classes avec des vrais élèves, avec des vrais profs, et d'avoir un peu l'attitude du prof en classe par rapport à une situation, par rapport à un sujet, etc. Et ça, c'est génial. Ça permet de se mettre vraiment, vraiment dans l'ambiance. Et il y a aussi des pages Facebook sur lesquelles les gens s'entraident pour préparer le CRPE. Donc, on tape, CRPE 2024, par exemple. Et à la fin de ma préparation, dès qu'il y avait une question qui était posée, que ce soit en didactique, en CSE, ou même sur le fonctionnement du concours, j'essayais d'y répondre. Je donnais mon avis. J'allais chercher la réponse, en fait. Donc, ça permet de changer aussi de manière de travailler. Et ça permet de se mettre dedans à fond, en fait, de s'impliquer dans les choses sans avoir l'impression de travailler. Moi, j'avais l'impression de faire des pauses, en fait. Et après, ce que j'avais appris dans ces fils de discussion, eh bien, je le remettais à plat dans mes fichiers de travail. Donc, j'avais pour chaque oral, j'avais un document de référence que je relisais à la fin tous les soirs. Je travaillais dessus quand j'avais des pauses à l'heure du déjeuner ou le soir, etc. Je le relisais un petit coup et en fait, ça suffit largement. Et pour la mémoire, c'est génial de relire avant de se coucher. Un autre conseil que je donnerais, c'est au moins 15 jours avant d'avoir une super hygiène de vie. Comme un sportif de haut niveau qui prépare une épreuve. Il va y avoir des insomnies à cause du stress, on va avoir l'impression qu'on ne sait plus rien, etc., etc. Donc pour ça, pour lutter contre ce genre d'angoisse et de fatigue, de coups de fatigue, il faut se coucher peut-être plus tôt, boire moins de café ou boire du déca si on est accro au café comme moi là.
Je dirais pas d'ordi, pas de téléphone au lit le soir, faire un peu de sport, un peu de yoga, aller marcher. Moi, je marchais beaucoup pour faire des pauses le week-end quand je travaillais. Bien manger. Bon, si c'est que 2 semaines, c'est quand même faisable et vraiment, ça fait la différence, je crois. Je crois que vraiment, au niveau du mental, ça fait la différence. Et par rapport au mental, bien sûr, lire des livres qui vous boostent à fond. Moi, j'ai lu des livres de développement personnel que j'ai trouvé d'occasion 1 mois avant le concours. J'ai arrêté de lire des trucs sur le CRPE le soir. J'ai arrêté de lire des trucs comme ça. Et ben franchement, ça booste le jour J. On prend du recul sur la situation. On sait que si on le rate, on peut le repasser. On sait que tous les gens qui sont avec nous, ben en fait, ils sont comme nous. Ils sont stressés de la même façon. Et que personne ne peut savoir qui va l'avoir, qui va pas l'avoir. Et ben ces livres-là, c'est idiot, mais ça m'a vraiment aidé à me mettre dans une énergie ultra positive. Et aussi, je dirais, se projeter en tant que professeur. Quand on est à l'entretien, donc c'est un entretien d'embauche, hein, si vous avez le concours, bah, vous avez un poste, donc c'est comme un entretien d'embauche. Je dirais y aller comme si vous aviez déjà le poste et que vous aviez déjà quelques années d'expérience et qu'on vous faisait juste un petit moment avec un jury pour voir comment ça se passe. Voilà, l'état d'esprit dans lequel j'y suis allée, c'était ça. C'est-à-dire, je vais parler avec mes pairs de ma pratique, tranquillement, on va discuter ensemble, etc. Y aller comme si c'était une discussion. Et ben, ces livres de développement personnel, ça m'a vraiment aidé à ça. À me dire, je suis prof, j'ai confiance, voilà. Ça m'a vraiment aidé. Et il y a un dernier point que je voudrais évoquer, c'est de faire attention à sa posture. C'est un entretien d'embauche. Donc, la tenue, par exemple, eh ben, les gens en face, ils ont forcément un a priori et c'est dommage de ne pas mettre toutes ses chances de son côté par rapport à ça, même si, bon, bah ouais, on a envie d'être soi-même et ok, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là, je dis l'inverse. Il faut être soi-même jusqu'à un certain point, quand même. Voilà. Et l'apparence, ben, malheureusement, dans nos sociétés, ça compte vachement. Donc, je dirais, faites un peu attention à ça quand même. Voilà. Et le langage, alors moi, j'ai une tendance à parler super vite, surtout quand je suis stressée. Donc là, c'était vraiment le cas. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis de côté 2 ou 3 podcasts de femmes auxquels je voulais m'identifier au niveau de l'élocution, de la façon de parler, etc. et de la posture. Et quand je suis arrivée à l'entretien, je me suis forcée à changer complètement ma posture par rapport à ça. Je me suis imaginée que je parlais avec des gens qui avaient une hyperacousie et qui étaient hypersensibles au bruit, au volume, etc. Donc je parlais doucement, je parlais calmement, comme avec des enfants en fait. Donc je leur ai parlé vraiment comme ça, avec une voix apaisée, douce, etc. Et je me suis forcée à ça et je me suis rappelée pendant l'entretien, je m'étais mis un petit mot sur le papier que j'avais rempli avant pendant la préparation. Et une petite paire de lunettes, c'est mon petit truc que je me mets quand il faut que je fasse attention à des choses. Et j'avais dessiné une petite paire de lunettes sur mon papier. Et du coup, pendant l'entretien, j'avais ça sous les yeux. Et quand je commençais à accélérer la cadence et à commencer à monter dans les aigus et à parler très vite et très fort, et ben ça me rappelait à poser ma voix. Et quand on pose sa voix, ben, étonnamment, les choses qu'on dit sont plus cohérentes. Il y a plus de sens. C'est plus calme et les gens sont plus réceptifs. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens en face de nous soient réceptifs. Voilà. Et puis, un dernier sujet, évidemment, par rapport au langage, c'est que moi, j'ai une tendance, quand je parle d'un sujet que j'ai l'impression de connaître, à dire quand je ne suis pas d'accord. Mais là, c'est un entretien pour être fonctionnaire de la République. Il y a des lois, il y a des règles dans l'éducation nationale, il y a des lois. Et en tant que fonctionnaire, on est dans l'obligation d'être raccord avec ces lois, de les valoriser, de les promouvoir, etc. Donc pendant l'entretien, il faut faire quand même un peu attention à exprimer le fait que même si on n'est pas d'accord tout le temps avec ce qui va se passer en classe, à l'école, etc., il y a quand même des procédures à respecter, il y a quand même des valeurs à respecter, et qu'on peut dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec tout, c'est OK, mais par contre, il faut insister sur le fait que si jamais on est confronté, ça c'est pour la CSE, que si on est confronté à ces situations-là, on saura faire respecter les valeurs de la République. Quand on a un doute, quand on ne sait pas, on dit je ne sais pas ce que je ferais, moi si c'était mes enfants, je ferais comme ça, mais là je suis dans un cadre
professionnelle, avec des élèves, avec une équipe, avec une direction, etc. Donc si je ne sais pas, si j'ai un doute, j'en réfère à la direction, j'en réfère à l'inspection, j'en réfère, etc. Donc il faut comprendre qu'il y a une hiérarchie, qu'on n'est pas tout seul et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Avoir un avis, c'est très bien, et je pense que c'est très bien de l'énoncer pendant le jury si on a un avis sur la question, mais il faut bien exprimer le fait qu'il y a un cadre et qu'on a compris quel était le cadre et qu'on allait s'y plier, voilà. Parce qu'il y a des questions de CSE qui sont un petit peu alambiquées. Et parfois, on a un peu d'émotion par rapport à ces sujets, on est un peu scandalisé, on a envie de dire « mais moi, je suis pas d'accord, je sais qu'il faut faire comme ça, mais je vais quand même faire comme ça. » Voilà. Donc là, non. Voilà. À bientôt. Salut. Merci pour tes précieux conseils, Margot. Retrouvez maintenant le témoignage d'Alexandre. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai eu mon CRPE en 2022 et je vais vous raconter un petit peu mes épreuves orales. Alors, je n'en garde pas forcément un très bon souvenir, notamment celle de didactique de français et de mathématiques. En effet, cette épreuve qui compte le plus a été assez déterminante pour moi. Et lorsque je suis rentré directement, j'ai eu un commentaire sur le fait que je sois un homme. Et pour une quelconque raison, je pense que ça a joué à mon avantage. Ça m'a permis aussi de suite de rebondir dessus par rapport à leurs attentes et de détendre l'atmosphère. Donc on a échangé rapidement avec l'IEN et la CPC de manière détendue avant que les épreuves commencent réellement. J'avais le choix sur commencer par les mathématiques ou le français. Alors, vu que moi j'avais un bagage littéraire, j'ai préféré commencer par la didactique du français. C'était un sujet sur la poésie, j'avais une classe de CM1, CM2, je me souviens plus très bien, mais c'était une production d'écrit que je devais faire autour. J'avais complètement différencié ma séance et j'allais à chaque fois vers les CM1 puis vers les CM2, etc. Alors que j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus simple, juste avoir des attendus différenciés ou alors des attendus différenciés, une production plus longue pour les CM2 ou juste différencier le support. Alors je m'étais un peu pris la tête, mais durant cette épreuve, j'ai été très à l'aise. J'ai à chaque fois répondu aux questions de l'IEN et de la CPC. On a échangé et pour le coup, au bout des 15 minutes, si je me souviens bien, je me sentais totalement en confiance. On a pu parler un petit peu littérature, on a parlé de Paul Éluard, du mouvement auquel il appartenait et j'étais bien à ce moment-là. Comme j'ai dit, beaucoup de confiance en moi. Et surtout, j'ai senti que le jury était réceptif à ma personne, à ce que je disais. À un moment, j'ai fait une erreur, je l'ai signalé directement. Je pense qu'ils ont vraiment aimé ma posture. Ensuite est venu le temps des mathématiques. Le sujet, c'était de faire éprouver le besoin de la règle à des élèves de CP. Juste en lisant le sujet, j'avais été décontenancé totalement. Ça a été laborieux pour moi, mais en fait, lors de la préparation, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc, je me suis lancé directement dans quelque chose que j'avais plus ou moins vu. Autant vous dire que je suis passé totalement à côté. Et le jury m'a laissé finir ma séance, évidemment. Sur les 15 minutes que j'avais, il me semble, pour la présenter, ça a été beaucoup plus court et mon manque de connaissances à ce sujet s'est vu directement. Et surtout, on m'a posé d'abord quelques questions didactiques qui avaient attrait aux mathématiques tout court, pas forcément à ma séance, notamment sur le plan Villeni, Torossian que j'avais évoqué, puis à quel moment on intègre les fractions dans les apprentissages, ce genre de choses. Puis on m'a posé des questions sur ma séance et là ça a été catastrophique. On
on m'a dit, je pense de manière bienveillante à ce moment-là, que j'étais passé à côté de l'objectif, que plutôt que faire éprouver le besoin de la règle à mes élèves hypothétiques, j'ai simplement donné la règle à mes élèves. Donc on a vu un petit peu comment j'aurais pu l'amener, et ce que je redoutais le plus, c'est-à-dire de passer au tableau et de faire une démonstration, ça s'est réalisé à ce moment-là. Donc ils m'ont demandé de me lever et de montrer au tableau en fait comment je pouvais leur faire ressentir le besoin de la règle à travers du pliage, etc. Et là c'est devenu très compliqué pour moi, donc j'ai essayé de contenir mes émotions le plus possible, et je pense pas qu'on ait pu voir que j'ai été déstabilisé, mais j'étais très mal. Et plus les questions s'enchaînaient, et plus je me sentais humilié, honnêtement, parce que en fait, on voyait tout simplement que je manquais de connaissances, ou même je n'ai jamais été enseignant auparavant, je n'avais pas eu d'expérience avec les enfants dans un cadre d'apprentissage. Donc, je manquais même de concret et de projection. Et les questions faisaient que s'enchaîner en me reprenant à chaque fois, notamment sur la règle, sur comment je l'avais faite, que le 0 n'était pas placé au bon endroit, qu'on me demandait de plier à la moitié, c'était pas à la moitié où j'avais mis le symbole. Enfin, que des questions qui me rendaient de plus en plus mal. Donc je ne sais pas si à ce moment-là c'était réellement mes connaissances qu'on cherchait à évaluer, ou alors si c'était moi en tant que personne, si j'allais garder une bonne posture, si j'allais pas répondre, si j'allais accepter leurs réflexions, etc. Ça m'a semblé interminable. Je voulais juste que ça finisse, et évidemment dès que je suis sorti, j'ai un sentiment d'échec absolument énorme. Enfin, ça a été très dur pour moi de tout simplement penser à quelque chose de positif après l'épreuve de mathématiques. Il y a quand même eu un moment qui a duré 30 secondes à la fin de l'épreuve où, de nouveau, on a eu un échange agréable avec le jury, mais non, pour moi, j'avais totalement raté cette épreuve. À la fin, quand les résultats ont été rendus, je me suis rendu compte je pense qu'à ce moment-là, quand on a vu que j'étais pas du tout compétent en mathématiques, que c'est sûrement ma réflexion, ma remise en question qui était jugée, et non pas justement le fait de simplement recracher un cours ou autre, parce que c'est là où j'ai eu 19,5 en fait. Donc clairement le jury a senti qu'il y avait un potentiel d'enseignant en moi. En tout cas, ils ont cru en moi, tout simplement. Voilà. La deuxième épreuve d'EPS, de présentation de son parcours puis de mise en situation professionnelle, je n'en garde pas un très grand souvenir. En fait, juste je me souviens que pour moi j'avais plus réussi, je m'étais senti plus à l'aise. À aucun moment on m'a renvoyé à un sentiment d'incompétence ou autre. Le jury, je n'ai pas eu d'échange agréable avec eux, mais pas désagréable non plus. Enfin, vraiment une neutralité totale. Pourtant, ma note a été moins bonne avec eux. Elle est restée très bonne, mais en fait, j'ai compris que je ne pouvais absolument pas faire confiance à mon ressenti à ce moment-là, parce que ce qu'ils jugent, en plus de notre présentation, est complètement opaque. J'ai pu entendre des histoires sur des membres du jury qui n'écoutaient pas, qui étaient sur leur téléphone, ce genre de choses. Alors pour le coup, moi j'ai été chanceux. Ce n'est jamais arrivé. J'ai senti toujours les personnes à mon écoute, dans le dialogue avec moi, et focalisé sur nos échanges en fait. Donc ça c'est chouette, je pense. Ce que j'aurais aimé savoir avant de passer ces épreuves, c'est en termes de didactique, ce qu'il est possible de faire
en double niveau. En fait, je pense que ça aurait pu m'aider de savoir quel domaine il faut absolument différencier, quel domaine on peut faire ensemble, évidemment en ayant des objectifs pas forcément identiques, mais de ne pas totalement mener une séance où on est une fois avec les CM2, une fois avec les CM1 ou d'autres niveaux, évidemment. Ensuite, je pense que ce qui aurait pu m'aider à construire mes séances fictives de manière beaucoup plus efficiente, ça aurait été de connaître les repères de progressivité ou de progression annuelle par cœur, tout simplement. Alors, les questions qui m'ont vraiment marqué durant les épreuves, c'est la question déjà de qui fait les programmes de l'éducation nationale. Alors moi, naïvement, j'ai répondu le ministre de l'Éducation nationale. Ce n'était pas du tout le cas. C'était, je crois, les députés qui le votaient, quelque chose comme ça. Mais c'est la première fois que j'étais face à cette question et je ne l'ai jamais re-été depuis d'ailleurs. Également, on m'a questionné sur les instances de la République, sur ce que m'ont vécu en tant que personne à travers les différentes expériences professionnelles que j'ai pu avoir et que j'ai choisi de mettre en avant, ce que ça m'a apporté en fait, même mes voyages pour devenir enseignant. Également, lors de ma situation d'EPS que j'ai présentée, alors moi c'était danse avec des grandes sections. J'imagine que ma séance était globalement bien construite, donc j'ai eu, je crois, 3-4 minutes de questions autour. Et en fait, après, on est allé sur l'EPS de façon générale, sur le vélo, et on a dépassé en fait les APSA qui étaient attribués à l'Académie de Toulouse pour le concours. Donc, malgré tout, je dirais qu'il est souhaitable d'avoir une connaissance assez globale de l'EPS, en tout cas. Également, j'ai eu une question en mise en situation qui était comment gérer 16 élèves sur 24 en CE1 qui sont complètement passés à côté de ma séquence en termes d'apprentissage. Donc moi, je suis directement parti sur le fait que c'est quand même plus de la moitié, donc une remise en question professionnelle était nécessaire. On a parlé de gérer la difficulté en amont, en aval, mais j'ai parlé seulement d'APC, de stage qui en plus ne concernaient même pas les CE1 à ce moment-là. Mais la réponse attendue était de faire un PPRE. Alors pour 16 élèves, ça me paraît toujours énorme dans une classe, même actuellement. Après, peut-être que j'ai juste pas assez d'expérience et pas été confronté à une classe qui en nécessiterait autant. Mais en tout cas, c'était la réponse attendue de la part du jury. Et ensuite, nous sommes partis sur tous les différents contrats possibles en fait pour gérer une difficulté scolaire, qu'elle soit liée à un trouble du comportement des apprentissages ou simplement à une difficulté ponctuelle. Voilà, donc ça c'est une question qui m'avait quand même pas mal marqué. Les conseils que je peux donner sont les suivants. Toujours avoir une posture de remise en question. C'est super important en tant que candidat, mais également, évidemment, en tant qu'enseignant, enseignante. Le jury va pas seulement juger vos savoirs en termes didactiques, parce qu'ils sont également conscients que vous êtes des apprenants, apprenantes, et que la formation continue, elle existe, et que là, vous pouvez pas tout savoir, c'est tout à fait normal. Par contre, face à l'échec, face à quelque chose de difficile, être capable de le nommer, de le recevoir et d'avoir un questionnement dessus, afin de changer sa focalisation et d'amener les élèves plus loin, et de vous amener plus loin, ça c'est super important. Et je pense que pour ma part, c'est ça qui a fait que j'ai eu le concours. Ensuite, lorsque vous allez parler de sujets à l'oral qui dépassent parfois le cadre de la séance, c'est-à-dire par exemple nommer un auteur ou nommer un plan qui a été mis en place
afin d'aider les élèves en mathématiques, soyez vraiment sûr de ce que vous allez dire parce que c'est une perche tendue que le jury va être très, très heureux de prendre. Donc vraiment, parlez de ce que vous maîtrisez. Et si vous ne maîtrisez pas quelque chose, par contre, n'hésitez pas à le dire également en disant « je crois que »,« je pense que », c'est très important. Également, en amont de vos oraux, avoir des trames dans votre tête toutes faites que vous pouvez adapter au jour J, mais clairement, le temps, il est restreint et ces épreuves, c'est une course. En français mathématiques, sans trame solide, je n'aurais pas pu en fait avoir les 5-10 minutes avant de passer pour modifier quelques éléments. Et clairement en EPS, je n'ai même pas pu réfléchir au sujet que j'avais. J'ai balancé une séance que je connaissais par cœur. J'ai dû modifier 1-2 choses en même temps que j'écrivais, mais rien de plus. Je n'ai vraiment pas eu le temps. Donc ne sous-estimez surtout pas cette connaissance-là à avoir avant de passer les oraux. Également, j'ai été questionné sur l'actualité politique. Donc, attention à cela, soyez un minimum conscient de qui est notre ministre actuellement, de ce qui se passe, quel enjeu il y a pour l'éducation nationale. Et évidemment, être très factuel sur ces annonces. Dernier conseil, ne pas faire confiance à son ressenti. Vraiment prendre un petit temps. Si pour vous, la première épreuve a été ratée, prenez quelques jours où vous coupez totalement, où vous évacuez vos émotions, mais ne vous torturez pas. Moi, c'est ce que j'ai fait après la première épreuve. Je suis resté 3 jours au lit en bad totalement. Et heureusement, j'avais un bon entourage qui a fait que j'ai pu me mobiliser pour la seconde épreuve. Mais j'ai failli abandonner et ça aurait été une des plus grosses erreurs de ma vie. Là, vraiment, ne le faites pas. En fait, vous ne pouvez pas savoir les critères d'évaluation du jury. Et surtout quand les épreuves sont terminées, alors c'est humain et vous allez faire que ressasser certains moments, mais évitez le maximum parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas savoir. Et je le souhaite pour vous, mais vous pouvez également avoir de très bonnes surprises après. Bon courage à tous et toutes. Merci beaucoup pour ton témoignage, Alexandre. Retrouvez maintenant celui de Virginie. Coucou Émilie, je vais vous présenter et raconter mes épreuves du CRPE 2023, préciser les détails que j'aurais aimé connaître avant d'y aller et les questions marquantes. J'ai passé le CRPE 2023, il faut savoir que je ne viens pas du milieu éducatif, que je n'ai pas fait le master MEF, que je n'ai pas fait de préparation avec un organisme et que lors des oraux, j'avais seulement passé 4 jours en classe, en immersion dans une classe de grande section CP. C'est cette expérience qui m'a réellement manqué, pouvoir me projeter en classe, avoir été face à des élèves pour pouvoir plus facilement soulever les obstacles didactiques, connaître l'organisation d'une journée, d'une séance, son déroulé et l'anticipation matérielle. Il y a 2 épreuves orales, voire 3 avec l'épreuve de langue. L'ordre sera donné lors de la convocation et à peu près 1 mois à l'avance et ça peut varier. Sans surprise, la première sera la plus stressante car on découvre le lieu. Moi, c'était une université, la salle de préparation, moi, c'était un amphithéâtre et la salle de passage de l'oral en tant que telle, moi, c'était une salle de classe. Et on est confronté pour la première fois au jury. Ma première épreuve, ça a été celle d'EPS, présentation et questions de mise en situation. Donc 4 jurys face à moi. La préparation est hyper rapide, 30 minutes. Pour vous dire, je me suis pas aperçue qu'il y avait dans mon sujet les domaines de l'EPS, avec vraiment un rappel des attendus. Moi, j'ai vraiment lu mon sujet, classe de CM2, séance de danse. L'énergie de mes élèves est uniforme. Et je devais pallier cette difficulté. J'avais appris par cœur un déroulé, introduction, problématique et un tableau de ma séance avec tous les éléments indispensables, socle commun, cycle, objectif de ma séance, matériel, temps de la séance, différentes phases, mise en train, cœur de la séance, et ensuite un petit peu de relaxation,
une insertion dans la séquence. Et j'avais parmi les 4 APSA, donc moi c'était 4 APSA pour mon académie, j'avais quelques idées de situations de référence pour répondre aux besoins des élèves. Les questions que j'ai pu avoir sur la séance: est-ce que votre séance aurait lieu dans une salle de cette dimension? J'ai cru de premier abord que c'était une question de sécurité et finalement c'était plus visé en termes de gestion du temps et de l'espace pour mes élèves. Et ensuite, une deuxième remarque intéressante sur la place de l'enseignant avec un intervenant. Donc une séance, elle peut être co-construite avec l'intervenant et c'est recommandé. Et elle peut également être co-conduite. Nous, en tant qu'enseignants, on peut prendre un petit groupe d'élèves. On n'est pas obligé de laisser toujours l'entièreté du groupe avec l'intervenant. J'ai trouvé que les questions étaient faites pour me permettre de rebondir par rapport à la séance que j'avais présentée, proposer de nouvelles solutions, permettre une prise de recul finalement sur ma pratique. Ensuite, j'avais 5 minutes pour me présenter. Moi, j'ai vraiment chronométré et je m'étais entraînée avec cette présentation de 5 minutes. Je propose de mettre vraiment ses qualités, ses compétences en avant et ses expériences en lien avec le référentiel de compétences de professeur des écoles. J'ai eu quelques questions sur mon parcours et ensuite la relation avec mes expériences et ce que je pouvais apporter ensuite à l'école. 2 questions de mise en situation, donc je précise que moi je n'ai pas pu prendre de notes lors de l'énoncé des questions, ce que j'ai trouvé un petit peu déstabilisant, il faut bien retenir tous les éléments. Première mise en situation: classe de grande section, les parents vous demandent d'apprendre à lire aux élèves qui le peuvent, comment réagissez-vous? Je pense que j'ai eu une question aussi très didactique car je n'avais pas d'expérience pédagogique et ils ont voulu vraiment aussi centrer sur quelle méthode de lecture j'allais mettre en place pour les élèves. Ce qui est intéressant aussi de préciser, c'est bien penser aux évaluations nationales que moi j'avais pas forcément en tête. C'était un petit plus pour cette question. Et deuxième mise en situation, un de mes collègues professeurs ne veut pas sortir en récréation pour surveiller car il considère que un seul surveillant c'est suffisant. Je pense qu'il faut toujours réfléchir en court, moyen et long terme, penser vraiment en termes aussi d'équipe et faire du lien avec les textes de référence, le programme, les valeurs de la République et le référentiel de compétences de professeurs des écoles. Globalement, à la fin de cette première épreuve, je me suis sentie confiante et mise en confiance pour la seconde épreuve. Seconde épreuve que j'appréhendais beaucoup plus parce que c'est l'épreuve de leçons, maths et français, je n'avais pas forcément d'expérience. Une préparation de 3 heures, 3 heures c'est très long. Moi c'était entre 11 et 13 heures. Il faut avoir vraiment de l'énergie tout du long, pas hésiter à prendre un petit encas. Je me suis retrouvée face à 3 jurys, une CPC, une inspectrice et une représentante du premier degré. Mes 2 sujets: mathématiques, apprendre les multiplications par 10 ou par 100 en anticipant les obstacles didactiques de l'apprentissage des décimaux, donc pour un cycle 3, et la commande de mots en grande section. J'ai vraiment trouvé que c'était 2 sujets très techniques. Je pense qu'il faut prévoir une trame très visuelle avec un tableau, avec tous les autres éléments importants que j'ai pu citer précédemment dans la première préparation, pour pas perdre de temps aussi à l'oral et bien se retrouver. Donc, moi, la première partie de présentation de 10 minutes, on m'a pas laissé le choix, on m'a dit d'abord séance de français, 20 minutes de questions, qui sont globalement restées sur la séance que j'avais présentée, on n'est pas trop sorti du sujet. Et ensuite, séance de mathématiques, même déroulée. Pour autant, j'ai trouvé que l'attitude des jurys était très fermée. Des questions qui pouvaient être déstabilisantes, par exemple, comment vous expliqueriez aux élèves la place de la virgule? Et quelques petites remarques, et on m'a aussi libérée plus tôt par rapport au temps de l'épreuve. Donc je suis pas sortie très sereine. Là, le rôle des proches soutien est très important, parce que j'avais encore une dernière épreuve, facultative certes, mais l'épreuve de langue. Finalement, je me suis remobilisée, j'ai révisé en 3 jours, une épreuve que j'avais pas du tout révisée au préalable. Je recommande vivement, si on a un niveau correct post-bac, B1, B2, véritablement, ça peut nous permettre d'avoir des points en plus et permettre un meilleur classement. Le souvenir que j'en garde, c'est vraiment une épreuve de longue haleine. Moi, c'était en pleine canicule. Il faut s'entraîner avec le temps sous les yeux, régulièrement. Je pense qu'il faut vraiment commencer avant même les écrits pour avoir une fluidité. Et surtout, ne jamais perdre espoir parce que clairement, à la fin, je l'ai obtenu. Donc, il faut vraiment rester dans un bon mood.
Enfin, quelques derniers petits conseils, s'imprégner du vocabulaire didactique en lisant tous les guides du SCOL. C'est très chronophage, mais pour moi, c'est un indispensable. Faire des stages, vraiment, c'est pas une perte de temps. Si on a des suppléances, c'est encore mieux, forcément. Se créer une banque de séquences type pour vraiment être à l'aise. En plus, c'est pas du temps de perdu parce que l'année prochaine, quand vous serez enseignant, vous pourrez repiocher dedans. Et si jamais on ne s'est pas préparé à une question, à une séance, se mettre à la place du prof. Ok, je dois faire ça avec mes élèves. Comment les mobiliser ? Quel niveau est attendu ? Comment je peux leur faire apprendre cela avec du sens, en répondant à mon objectif de séance et toujours en les mettant en projet. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les épreuves du CRPE oral. Et je vous souhaite à tous bonne chance et merci encore Émilie pour tes questions. Merci beaucoup Virginie. Retrouvez maintenant le témoignage de Frédéric qui a passé ses oraux en 2021, mais dont les conseils sont toujours pertinents. Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai passé le CRPE en 2021. Les 2 jurys que j'ai pu avoir ont été vraiment très bienveillants. Il n'y avait aucune difficulté pour communiquer avec eux. Ils étaient vraiment à l'écoute, à des moments où effectivement au niveau des questions c'était un peu compliqué parce que la formule correspondait pas forcément à ce que moi j'avais pu comprendre ou entendre. Ils ont vraiment été dans la bienveillance, ont reformulé leurs questions, laissé le temps de répondre aux questions. Donc voilà, moi j'en ai un bon souvenir, vraiment bienveillance du jury. Et aussi, ce qui compte aussi, c'est la bienveillance des personnes qui vous accompagnent au niveau des épreuves, qui vous accueillent, qui vous rassurent, qui vous expliquent que ça va bien se passer et que si vous êtes là, c'est déjà que vous avez votre place et qu'il n'y a absolument aucune raison pour que ça ne continue pas comme ça. Ensuite, ce que j'aurais aimé savoir avant, peut-être paraître un détail, mais effectivement, les temps d'attente. Les temps d'attente entre le fait de rentrer, d'émarger, d'attendre pour choisir son sujet, de devoir avoir le temps de le faire, d'attendre à nouveau pour passer. Voilà, ça c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. On connaît bien le temps des épreuves, mais on ne connaît pas le temps d'attente entre chaque épreuve et il peut être très très long. Et c'est vrai que ça, je me serais préparée différemment. J'aurais peut-être emmené des choses à grignoter ou quelque chose à boire. Mais voilà, quelque chose peut-être à prévoir si vous avez la chance de passer tout de suite. Mais si vous n'avez pas la chance comme moi de passer tout de suite et d'avoir un délai quasiment entre 2 heures, entre le moment où on me fait émarger et le moment où on me fait patienter dans cette grande salle, c'est vrai que il faut l'occuper malheureusement ce temps-là et on est déjà très stressé et malheureusement ça ajoute encore un peu plus au stress. Ensuite, dans les questions que j'ai pu avoir qui m'ont marqué, c'est le cas concret en EPS. Donc j'avais en tant que jury un inspecteur qui avant avait été CPC EPS et du coup sa question a été quel est votre positionnement auprès d'un enfant qui ne veut pas rentrer dans l'eau. Donc vous êtes à la piscine et comment vous allez faire pour cet enfant justement qui est angoissé et qui refuse de rentrer dans l'eau. Donc voilà, il a fallu que je justifie ma position, comment j'allais me placer, les paroles que je pouvais mettre en place, ce que j'aurais pu faire avant, si effectivement j'avais pu le savoir avant, si je l'avais su, là je l'ai su sur le moment, donc comment je peux faire un prolongement par la suite pour la prochaine séance. Donc voilà, donc ils m'ont amené vraiment à réfléchir sur un ensemble de choses pour mettre toutes mes chances de mon côté. Et effectivement, si ça m'arrive, pouvoir quand même être en mesure de réagir et expliquer les choses. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un jury qui, à la fin, a pris le temps de m'expliquer, que effectivement, j'avais eu des bonnes réactions, mais qu'il y avait des choses à améliorer et vers où je pouvais tendre. Ensuite, j'ai beaucoup eu comment créer un esprit de groupe au niveau d'une classe et comment créer un cadre serein pour les apprentissages. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Pourquoi est-ce que ça marche ? Pourquoi est-ce que ça peut ne pas marcher ? Donc vraiment s'interroger sur, d'accord, vous voulez mettre ça, mais effectivement, il se peut que ça marche pas, ou alors quels sont les effets néfastes de votre choix ? Est-ce que on peut améliorer ? Comment vous allez vous en sortir si, par exemple, vous avez un élève en grosse difficulté qui refuse le règle, qui s'isole systématiquement. Voilà, ils poussent vraiment quand même dans le retranchement pour essayer de voir votre réflexion.
Et donc pour finir au niveau des conseils, même si ce n'est pas facile, être souriant au maximum parce que c'est vrai que on va être aussi en face d'un jury mais aussi plus tard en face d'élèves. Donc essayez vraiment de garder le sourire au maximum. Ne pas hésiter à demander à reformuler une question parce que ils ont leur jargon, même si on a beaucoup travaillé pour le concours, on n'a pas forcément tous les codes. Et ne pas hésiter à signaler que voilà, vous comprenez pas bien la question, vous n'êtes pas sûr d'avoir compris ce qu'ils attendaient, donc n'hésitez pas. Et le dernier conseil, c'est que je dirais de ne pas chercher à donner satisfaction au jury, mais vraiment de répondre ce que nous on pense. Voilà, la perfection n'existe pas et si effectivement c'est vraiment hors contexte, je pense que le jury vous en fera la remarque. Mais ne pas hésiter, voilà, c'est pas parce qu'on voit un jury qui commence à faire la tête parce qu'il n'est pas d'accord avec vous que vous avez tort. Si vous arrivez à défendre votre point de vue et expliquer pourquoi vous metteriez ça en place et comment vous allez le faire, c'est pas, y a pas vraiment de bonne réponse et de mauvaise réponse. Voilà, je vous remercie. Merci Frédéric, je vous laisse maintenant écouter le témoignage de Fanny. Donc j'ai passé le CRPE en 2023. J'ai passé les épreuves écrites, j'ai été admissible. Ensuite j'ai passé les épreuves orales. Alors moi j'avais 3 épreuves orales parce que du coup j'avais pris l'option anglais. J'ai commencé par la didactique du français et des mathématiques, qui est une épreuve en fait qui s'est très très mal passée. Je l'ai très mal vécue puisque en fait je suis tombée sur un jury qui n'était pas du tout sympathique, qui soufflait, qui était limite en fait dans le manque de respect par rapport à ce que je disais et aux réponses en fait que je fournissais. J'ai quand même sauvé les meubles, j'ai eu 9 sur 20 à cette épreuve-là. Ensuite, donc ça a été très dur de se remettre à travailler pour l'épreuve d'anglais. Donc l'épreuve d'anglais m'a permis d'avoir des points bonus en fait parce que c'est une épreuve facultative. Et cette épreuve s'est très très bien passée puisqu'en fait je suis tombée sur un jury qui était bienveillant, qui était dans l'échange, qui était à l'écoute en fait et qui était pas là vraiment pour me piéger mais faire en sorte que j'ai des points bonus. Donc je garde un bon souvenir de cette épreuve comparé à la première. Et ensuite j'ai fait la 3e épreuve donc qui est la mise en situation professionnelle, donc CSE, l'entretien de motivation et l'EPS. J'étais confiante quand je suis ressortie de cette épreuve parce qu'en fait le jury était bienveillant mais cherchait quand même donc à gratter le plus possible, à me pousser un petit peu pour que je fournisse davantage de réponses, pour que je sois ils cherchaient vraiment à gratter et à en savoir le plus possible, mais avec ça ils étaient vraiment aussi dans l'échange et je garde vraiment un très bon souvenir parce que je suis sortie de l'épreuve, en fait j'étais sereine et j'étais bien et ça c'était important. J'aurais aimé savoir avant les épreuves orales en fait que d'avoir des contenus didactiques en fait ne suffit pas forcément. J'aurais aimé aussi avoir davantage d'exemples et de ressources en fait par rapport aux différents thèmes de la didactique, notamment dans l'épreuve de leçons en maths et français parce qu'en fait je me suis sentie démunie même si je connaissais mes cours par cœur, j'étais en fait très très formatée dans les cours et j'aurais aimé en fait que je vois plus d'outils, plus de ressources, notamment pour cette épreuve. Après les autres épreuves, donc ça s'est très bien déroulé parce qu'en plus moi donc j'ai fait une licence STAPS, donc les mises en œuvre je les avais déjà plus ou moins vues en fait en STAPS, donc ça a été assez facile pour moi. Mais je pense qu'il est important en fait de voir plusieurs exemples en classe et ça peut servir donc pour les épreuves orales. Alors les questions qui m'ont marquée, moi c'est surtout au niveau de des questions ou des sujets en fait qu'on transpose dans différents cycles. Par exemple, je suis tombée donc pour les épreuves orales en moyenne section sur le découpage des syllabes, des mots salades ou potagers, etc. Comment est-ce que je pouvais le transposer en cycle 2 et en cycle 3. Et en mathématiques, je suis tombée sur les nombres décimaux.
notamment avec le glisse-nombre en CM1. Et donc la question en fait qui m'a vraiment marquée, c'est comment est-ce que je pouvais transposer le glisse-nombre en cycle 2 et en cycle 1. Donc c'est vraiment les questions qui m'ont marqué le plus. Le conseil que je peux donner, c'est d'essayer justement de voir comment un thème peut être en fait transposable dans chacun des cycles. Vraiment avoir des ressources d'activités dans chaque thème didactique, notamment maths et français. Surtout ne pas se fier au jury et à leur comportement, parce qu'au final ça veut rien dire. Commencer aussi à réviser les oraux en même temps que les épreuves écrites. Je sais que c'est compliqué, mais il faut vraiment trouver le temps, au moins commencer, parce qu'en fait quand on commence à réviser la veille pour le lendemain, on est vite débordé et c'est pas bon. L'organisation aussi, être bien organisé, faire des sujets blancs. On trouve des sujets sur internet, ne pas hésiter à faire des sujets blancs, à s'entraîner, à avoir des phrases d'accroche type aussi pour commencer ses oraux, et bien gérer son temps. Voilà, donc c'est de l'entraînement, c'est de l'organisation, c'est de la rigueur, mais surtout il faut rien lâcher, il faut continuer parce que ça finit toujours par payer. Merci Fanny. Retrouvez maintenant le témoignage de Mathieu, lu par une voix off qui vit dans ma maison. J'ai difficilement vécu mes épreuves. Après 6 années en classe et 4 échecs aux écrits, je me retrouvais enfin à l'oral. J'ai pris conscience de l'enjeu. Cela constituait une sorte de consécration à mes yeux. Et cela m'a desservi. Je n'ai pas su garder ce détachement que j'avais aux écrits. Donc la gestion de l'événement est primordiale. Il faut se préparer à ça. Comment aborder l'épreuve? Comment envisager de réussir ou d'échouer? Je pense qu'il faut visualiser les deux scénarios. Cela me paraît essentiel pour désacraliser les choses et maximiser ses chances de réussir. Le jury n'a pas toujours été bienveillant. Ils ont réussi à me déstabiliser au tout début de la seconde épreuve, durant la partie EPS sur laquelle je me sentais moins à l'aise. Le jury a pointé du doigt le fait que j'avais éludé une partie du sujet, ce qui était vrai. Et derrière, il a été trop difficile pour moi de garder confiance pour la partie entretien sur des questions relatives au système éducatif. Pour résumer, je pense qu'il faudrait se préparer à ça, à ces moments de déstabilisation. Par ailleurs, j'arrivais à l'oral après 6 années en tant que PE contractuel. Je pensais réellement avoir un avantage sur le vécu en classe et sur tout un tas de choses. Seulement, le jury, lors de cette dernière épreuve, toujours, n'a pas réellement voulu me questionner sur mon expérience, et lorsqu'ils l'ont fait, j'ai dû répondre à des questions comme « Concrètement, vous faites quoi de vos journées ? Racontez-nous votre journée. Vous écrivez quoi dans votre cahier journal ?» La tonalité était très particulière. Je me suis retrouvé un peu sans voix face à des questions qui, quand on les lit, peuvent sembler simples. En résumé, j'ai eu le sentiment, peut-être à tort, que mon expérience de contractuel me desservait à ce moment-là. Pour conclure, je pense qu'il faut se préparer à tout type de comportement, d'attitude de la part du jury et rester concentré autant que faire se peut. Ensuite, mes conseils pour les candidats. Premièrement, à l'annonce des résultats de l'épreuve d'admissibilité, si vous êtes admis, profitez, savourez à ce moment, car c'était une réussite. Je sais de quoi je parle, ayant échoué 4 fois à l'écrit. Personnellement, j'ai savouré, mais rapidement j'ai basculé sur l'oral. Et cette bascule a généré énormément de stress, ce qui m'a freiné dans ma préparation. Donc la gestion du stress et de l'événement qui approche est primordiale. Deuxième chose, pour l'épreuve de leçon, première épreuve, il faut travailler les questions didactiques sans s'y perdre. Clairement, ne pas s'éparpiller année par année, mais davantage se concentrer sur les cycles et les programmes. Je pense qu'il faut réviser par grands thèmes et avoir 2 ou 3 activités sous le coude par cycle.
Comme exemple, production d'écrits en cycle 3, la dictée à l'adulte en cycle 1, la résolution de problèmes, etc. La ressource à utiliser sans modération pour être le plus efficace à mes yeux, c'est Eduscol, avec les guides et les fiches ressources. Trop de manuels, trop de supports nuit à la préparation. Encore une fois, c'est du vécu. Pour cette épreuve, il faut maîtriser la rédaction d'une fiche de préparation type. Déroulé de séance, étape d'une séance d'apprentissage. Il me paraît important de faire varier le plus possible les modalités de travail. Individuel, binôme, groupe, phase collective, etc. Si le candidat cite un auteur, une notion, par exemple l'étayage, il faut pouvoir la définir, donner son auteur, le jury reviendra à coup sûr dessus. Si on ne maîtrise pas une notion ou un concept, mieux vaut éviter d'en parler durant son exposé. Dernier conseil, c'est un oral, donc il faut travailler, s'entraîner à parler, à dérouler son exposé avec une contrainte de temps. Si le temps est respecté, si l'exposé est cohérent, structuré avec un plan donné au début au jury, la note va augmenter et l'entretien se déroulera mieux. Cette première épreuve s'est bien déroulée de mon côté car je me suis appliqué ces conseils, donnés par des conseillers pédagogiques qui me suivaient l'an dernier. La deuxième a été plus délicate pour des raisons évoquées plus haut. Le plus important, croyez en vous, croyez en vous. C'est tellement important et je sais de quoi je parle après toutes ces tentatives. Voilà pour mes modestes conseils aux futurs candidats. J'espère que cela pourra aider. Mathieu. Merci Mathieu et merci à toutes et à tous. Alors je ne vais pas m'étendre sur le retour car je vois que l'épisode fait déjà plus d'1h10 sur le compteur. Ce que j'ai envie de synthétiser de ces témoignages, c'est vraiment de rester mobilisé jusqu'au bout parce que les ressentis ne sont pas forcément révélateurs de la note ni en adéquation avec l'appréciation du jury. C'est un moment qui n'est pas forcément confortable à vivre mais qui peut être riche en apprentissage et puis surtout l'idée c'est de rester ouvert, de rester à l'écoute, de rester dans le dialogue, d'être prêt ou prête à faire évoluer vos propositions. Il faut vraiment continuer de cheminer et de réfléchir avec le jury qui a très envie de vous recruter, ne l'oubliez pas, puisque vous connaissez les conditions de recrutement actuelles. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonnes réponses, mais qu'il s'agit surtout pour le jury de repérer des potentiels, de savoir comment vous réagissez, comment vous raisonnez et comment vous vous positionnez dans ce futur rôle de professeur et de fonctionnaire de l'État, puisque vous êtes recruté pour être en face d'élèves 3 mois plus tard. Donc vraiment, les questions du jury sont surtout là pour vous faire réfléchir et vous faire avancer. Je vous invite à laisser des commentaires pour me dire en quoi ces témoignages vous ont été utiles et ce que vous en gardez. D'ailleurs, je vous propose que vous aussi, quand vous sortirez de vos épreuves, que vous puissiez m'envoyer un petit vocal pour témoigner à chaud de votre vécu et le partager avec les futurs candidats et candidates. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Na 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 na.